à tous, bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité de ce 21 mars, le ras-le-bol des habitants de la Montbrol-sur-Choisy. Le périphérique nord-ouest est devenu un véritable cauchemar pour les riverains. Nuisances sonores, poids lourds de plus en plus nombreux, ils déposeront samedi une pétition à la mairie. En France, 10% de la population souffre d'insomnie. Les troubles du sommeil sont un véritable cauchemar pour certains. Mais à quel moment est-ce une réelle pathologie? Nous irons au centre du sommeil de l'hôpital Bretonneau pour tenter d'y voir plus clair. Parmi eux se trouve peut-être l'élu du ballon rond. Mais avant d'être à la hauteur d'un Zidane, l'équipe de France des moins de 20 ans affronte le Danemark ce soir au stade de la Vallée du Cher. Objectif, Coupe du Monde en Turquie cet été. Bonsoir. À la Montbrol-sur-Choisy, le périphérique nord-ouest fait monter la colère des habitants. Nuisances sonores, trafic poids lourd de plus en plus important. Les Montbrolais demandent à être entendus. On fait le point avec Anis Michaud. Un bruit incessant. Nuit et jour, voitures et camions empruntent le boulevard périphérique nord-ouest, aux grandes dames des riverains excédés par le bruit. Pourtant, 3 campagnes de mesures acoustiques ont été commandées par le Conseil général et légalement, ce périph' ne pose aucun problème. Mais dans les faits, c'est une autre affaire. On nous dit que c'est inférieur au maxima autorisé. Moi, j'aimerais mieux que ce soit inférieur au minima autorisé. Les 150 familles signataires de la pétition demandent un mur anti-bruit à proximité de leur habitation. Mais là encore, le Conseil général s'en tient à la législation, faute de moyens. On aimerait bien en mettre partout, on aimerait bien que le confort soit pour tous le même. L'ennui, c'est si on commence à mettre des murs anti-bruit à cet endroit-là, il faudra mettre des murs anti-bruit à tel autre endroit, et là, ça ne voudra plus rien dire, les seuils. Et on sera toujours demandé, il sera toujours demandé à ce qu'on en fasse encore plus. Autre souci majeur, le périphérique nord-ouest, qui a coûté 170 millions d'euros, ne débouche pour ainsi dire nulle part, puisqu'il n'y a pas de périphérique au nord de la ville. Résultat, les flux de circulation traversent la Montbrol-sur-Choisy, camions compris. Ils n'empruntent pas la A85, donc l'autoroute. Tout simplement pour éviter de payer les péages, et ils traversent évidemment la Montbrol. Voilà, c'est un très gros problème, parce qu'aujourd'hui, j'ai environ 11 000 véhicules jour sur la route de Château-Vallière. Depuis l'ouverture du périph', 2 à 3 000 véhicules de plus par jour empruntent les routes de la commune de 3 000 habitants, fréquentant des carrefours inadaptés à ce trafic. Une étude a été faite pour voir comment améliorer la fluidité de ces 2 carrefours qui sont l'un à côté de l'autre. Ce qui dit fluidité dit réduction des nuisances sonores aussi. Donc l'étude est faite. On n'est pas sur une compétence du Conseil général, on est dans l'agglo, on est ou à la Montbrol ou dans l'agglo. Donc la balle est dans leur camp. S'ils font ces travaux-là, notoirement, on aura une baisse de ces nuisances sonores. Le projet du périphérique nord, qui aurait dû désengorger la Montbrol-sur-Choisy, a été abandonné par le Conseil général comme par Tour Plus. L'agglomération envisage seulement un prolongement jusqu'à Mettray, ce qui ne ferait sans doute que déplacer le problème. Et samedi, les habitants manifesteront dès 9h30 dans le cœur de la ville. La réduction des déficits budgétaires, l'un des impératifs du gouvernement. L'État pourrait fermer près de 70 sous-préfectures selon le syndicat Force ouvrière. Une information démentie par Matignon. Le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, ne cache pas la volonté du gouvernement de remanier l'administration territoriale. Il faut dire que depuis 1926, la carte des sous-préfectures n'a pas vraiment été redessinée. On écoute Christian Pouget, secrétaire général de la préfecture d'Indre-et-Loire. C'est bien évidemment une décision qui relève du ministre. À titre personnel, ça m'étonnerait beaucoup, parce que je crois qu'il y a une vraie utilité à un maillage des services de l'État dans le territoire, dans l'infra-départemental. Et encore une fois, je pense que il y a des départements qui sont des départements ruraux, encore plus ruraux que ne peut être les arrondissements de Chinon ou de Loches, qui ont besoin d'avoir la présence de l'État au plus près pour monter les projets que souhaitent voir aboutir les élus. Du nouveau pour le tramway qui lundi prochain réalisera ses premiers tours de roue entre la rue de Gemap et l'avenue de la Tranchée dès 9h du matin. Soyez donc vigilants, et puis à partir de lundi, plusieurs essais auront lieu entre le centre de maintenance et l'avenue de la Tranchée. EDF recrute, et pour le faire savoir, ils ont choisi de se rendre au Vinci aujourd'hui à l'occasion d'un forum. 500 embauches en région centre cette année. La cible de jeunes étudiants et des demandeurs d'emploi. Florent Carrière était sur place.
Ce sont 6 000 emplois par an qui sont à pourvoir au sein du groupe EDF, 500 en région centre et 250 en Indre-et-Loire. Une grande campagne de recrutement qui dénote en ces temps de morosité économique. EDF a notamment besoin de renouveler son personnel. Le renouvellement des générations, effectivement, est un enjeu important pour nous, la centrale nucléaire de Chinon, puisque nous recrutons en moyenne plus de 80 personnes par an dans le cadre de ce renouvellement générationnel. Profil recherché du CAP au bac plus 5, voire bac plus 8. 2 tiers des emplois sont techniques, mais ce sont toutes les entreprises du groupe qui recrutent, comme ERDF ou la branche commerciale d'EDF. Sur 6 000 emplois, 4 000 le sont du fait du renouvellement générationnel. Le reste correspond au développement de l'activité du groupe. C'est par exemple en distribution les réseaux intelligents, les compteurs communicants et puis surtout ce sont des chantiers qui sont bien connus. Dans le domaine de la production, et nous sommes dans une région où il y a 4 centrales nucléaires, c'est tous les investissements que nous réalisons pour augmenter encore la sûreté nucléaire. Ou encore les investissements dans les énergies renouvelables. Une offre de métiers large donc, des CDI à la clé, accompagnés souvent d'une formation dispensée par l'entreprise. C'est pourquoi EDF forme également des jeunes en alternance, des apprentis, 200 postes à pourvoir en 2013 en région centre. L'alternance chez EDF, le choix a été vite fait pour ce jeune de 24 ans. Concrètement, je fais de la mécanique et là actuellement je suis dans la maintenance des centrales nucléaires. Et donc je fais de l'usinage sur les centrales, enfin dans les centrales. J'ai eu l'opportunité d'y rentrer parce que c'est une super entreprise. Quand on rentre à EDF, on rentre pas pour 6 mois, on rentre généralement pour faire sa carrière. Et donc quand on investit sur des jeunes en alternance, eh bien, on les met en compagnonnage avec les anciens. Et puis ça leur permet d'acquérir certaines compétences qui ne sont pas forcément produites dans les écoles ou dans d'autres sites industriels parce qu'on intervient sur du matériel très spécifique. Et les besoins de main-d'œuvre sont énormes. EDF prévoit de recruter au même rythme pendant plusieurs années, environ 6 000 emplois par an jusqu'en 2015. 16 412 €, c'est le montant du chèque remis au Resto du Cœur ce matin pour le pot-au-feu géant qu'ils avaient organisé le 16 février dernier. C'est un record depuis leur création en 1997, ce chèque qui a été remis, vous le voyez, à l'entrepôt des restos, en présence notamment d'Arlette Bock, adjointe au maire en charge de l'action sociale, et de Claude Alavoine, président des Restos du Cœur d'Indre-et-Loire. On les écoute tous les deux. Cette année encore, ça a été dépassé. On arrive à porter un chèque de 17 000 €, plus de 17 000 € au Restaurant du Cœur. C'est formidable. Donc ça veut dire qu'il y a des bénévoles qui s'engagent, il y a toutes sortes de gens autour de ce pot-au-feu pour que ça soit une réussite. Et il y a donc, même en période de crise, un supplément d'âme qui, je crois, doit réchauffer le cœur des Tourangeaux. Et les partenaires sont partants à nouveau pour l'année prochaine, c'est bien. Si on peut faire encore un peu mieux, puisque le nombre de personnes que nous aidons est sans cesse en augmentation, ce serait bien qu'on continue d'avoir un pot-au-feu qui fasse la même progression. Ils étaient une vingtaine devant le palais de justice pour dire non à la répression. Le comité de soutien en 4-2 tours, soit d'Utopie ou encore les déboulonneurs, ont réuni 4 000 € de chèques venant de toute la France pour le remettre à l'avocat du ministre de l'Intérieur. Je vous rappelle que les 4-2 tours ont été condamnés à payer 7 260 € de frais de justice et de dommages et intérêts. On écoute Jean-Christophe Berrier, l'un des 4 prévenus de Tours. Il nous reste encore un peu plus de 3 000 € à donner, qui restent sous forme d'argent liquide, et là on les donnera si on nous les demande. Au niveau de la procédure judiciaire, on en est donc, il y a une personne de RESF qui a été relaxée, puisque le tribunal n'a pas pu démontrer qu'elle avait participé à la rédaction et à la diffusion du communiqué. Par contre, les 3 autres ont été condamnés. Somnambulisme, insomnie, les troubles du sommeil peuvent être un véritable cauchemar. En France, 10% de la population est insomniaque. Entre dormir trop et pas assez, à quel moment cela devient-il une pathologie? Brianne Bock a suivi un hypersomniaque au centre de sommeil de l'hôpital Bretonneau. Reportage. Dans ce service de l'hôpital Bretonneau à Tours, le sommeil est surveillé à la loupe. Quand ils dorment, les patients hospitalisés sont scrutés par des caméras. Des électrodes posées sur leur tête permettent d'enregistrer l'activité électrique du cerveau pour identifier d'éventuelles pathologies. Ce patient est arrivé avant-hier soir. Malgré une apnée du sommeil traitée, il a été hospitalisé car il souffre d'hypersomnie, c'est-à-dire qu'il dort trop. Comment allez-vous ?
Ben, ça va pas trop mal. Comment s'est passée la nuit? Oh, ben, la nuit dernière, c'était moche. Mon problème, c'est que même si je dors 10 heures la nuit, le matin, quand je me réveille, je suis fatigué, je bâille, je suis très fatigué. Et puis, il faut que je m'occupe pour pouvoir vivre, quoi, si vous voulez. On tombe dans un salache. Si ce patient est hypersomniaque, 10% des Français souffrent au contraire d'insomnie, c'est-à-dire qu'ils ont peu de sommeil réparateur. Mais attention, la quantité de sommeil est propre à chacun. Dormir peu ou beaucoup n'est pas forcément pathologique. Les problèmes de temps de sommeil ne se posent que si c'est un manque de sommeil. Vous avez autrement des variations dans la durée du sommeil. Vous avez ce qu'on appelle les courts dormeurs, qui se contentent de 4 heures ou 5 heures par 24 heures et qui sont en pleine forme. Et inversement, vous avez des longs dormeurs, il leur faut 9 heures, mais ce sont des gens normaux. Ils n'ont pas de pathologie derrière qui va apparaître. C'est leur temps de sommeil normal. Mais malheureusement, ce temps de sommeil normal est trop souvent perturbé. 52% des Français se plaignent du bruit au moment de l'endormissement. Il est donc important de rappeler que pour bien dormir, il faut être dans le calme, dans le noir et à une température moyenne de 18 degrés. Parmi eux se trouve peut-être l'élu du ballon rond. Mais avant d'être à la hauteur d'un Zidane, l'équipe de France des moins de 20 ans se prépare à la Coupe du Monde qui se tiendra en Turquie cet été. Ce soir, ces graines de talent affrontent le Danemark au stade de la Vallée du Cher. Romain Delville a suivi leur entraînement à la chaussée Saint-Victor, tout près de Blois. La génération 93, comme on l'appelle, l'équipe de France des moins de 20 ans est une génération dorée, talentueuse, composée de joueurs issus de clubs de Ligue 1, voire de clubs étrangers. C'est le cas du milieu offensif Florian Thauvin, né à Orléans, formé 2 ans à Châteauroux. Il a déjà 25 matchs en Ligue 1 cette saison avec Bastia, inscrivant 5 buts, dont un doublé la semaine dernière contre Lyon. En équipe de France, le Bleuet compte 5 sélections, un but avec les U20 et sur ses épaules, une toute autre responsabilité en sélection. Nous on porte le maillot et on a tout intérêt à donner pour notre pays. Après c'est compliqué la sélection parce que c'est pas toujours des joueurs qu'on connaît, contrairement à par exemple quand on joue en club. À cette génération, il ne manque guère qu'un titre majeur. Demi-finaliste du championnat d'Europe en moins de 17 ans, en moins de 19 ans l'an dernier, les Bleuets de Pierre Monkowski jouent gros cette saison avec la Coupe du Monde des moins de 20 ans organisée en Turquie dans 3 mois jour pour jour. Le sélectionneur Monkowski, qui les suit depuis 3 ans, continue de voir chez ces Bleuets des joueurs en devenir. Ils ont aussi gardé ce côté très nature, très à l'écoute. Ils sont encore en pleine formation quelque part. Donc ils sont très à l'écoute, très attentifs, très respectueux des consignes, mais de tout. Et dans la vie, c'est la même chose. Donc c'est un plaisir d'être avec eux. Preuve que cette génération de joueurs est hors du commun, elle devrait se passer de Raphaël Varane et Paul Pogba, tous deux sélectionnés par Didier Deschamps en équipe de France A. Leur absence pèsera-t-elle sur le jeu français? Élément de réponse ce soir à la Vallée du Cher face aux jeunes Danois. Et lundi, ils affronteront la Roumanie à Blois. Le premier adjoint au maire de Saint-Cyr, Jean-Yves Couteau, est l'invité d'En Privé ce mois-ci. Je vous propose de regarder un extrait où il évoque la gauche au pouvoir au Conseil général. Regardez. C'est un feuilleton à gauche. Oui, ce fut un feuilleton, là ça s'est calmé quand même. Mais à partir du moment où on a un président tous les 2 ans, maintenant on attend le prochain. J'espère que Frédéric Thomas, qui a l'air plus posé, on ne sait jamais s'il devient ministre lui aussi. Ça va être très compliqué. Hein. Comment bon, voilà, moi je dis ça avec humour, bien entendu. Avec Frédéric Thomas, je dois dire qu'on est arrivé à des choses beaucoup plus sereines. C'est quelqu'un qui écoute. Comme Marisol d'ailleurs, qui écoute, qui sait discuter. C'est vrai qu'on sort, comment dirais-je, de la vision tragique à l'italienne précédemment. Là, on n'avait jamais vu ça. C'est une espèce de bombe permanente, des antagonismes exacerbés qui d'ailleurs ont laissé des traces. Et c'est bien dommage. Et En Privé avec Jean-Yves Couteau, c'est donc ce soir, juste après l'invité de la rédaction sur TV Tour Val-de-Loire. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'invité de la rédaction, le président de la CAPEB d'Indre-et-Loire. Avec lui, nous parlerons de l'aide du gouvernement pour le bâtiment. À tout de suite.